Je reçois très régulièrement des histoires d'attaques, des histoires venues des quatre coins du globe. C'est à partir de ces informations que je fais le tri entre l'extraordinaire et ce qui relève de l'ordinaire. Récemment, un cas hors du commun a attiré mon attention. L'histoire provient d'une communauté de pêcheurs installée sur une île volcanique de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, dans le Pacifique Sud. Il s'agit d'une série d'attaques qui laisse un nombre impressionnant de victimes salement mutilées sur toute la côte. L'agresseur frappe de façon fulgurante et aléatoire. Il laisse derrière lui d'impressionnantes plaies perforantes, mais personne ne sait de quoi il s'agit. Les habitants ne savent plus à qui s'en remettre et vivent dans la peur, étant donné qu'ils comptent sur la mer pour survivre. Leur savoir collectif se transmet depuis des siècles et ils connaissent leurs eaux par cœur. Enfin, c'est ce qu'ils croyaient. Se pourrait-il qu'un étranger assoiffé de sang ait élu domicile près de chez eux? Ou s'agit-il d'une espèce endémique devenue folle? Il se pourrait également, dans cette partie éloignée du monde, qu'une créature inconnue agisse en toute impunité, loin des chercheurs du monde moderne, attendant d'être découverte. Les attaques ont eu lieu sur les côtes de Nouvelle-Bretagne, une grande île quasiment inexplorée. Je n'y ai jamais mis les pieds. Elle fut ainsi nommée par un explorateur anglais au XVIIe siècle. Elle fait la taille du Maryland et elle est recouverte de montagnes et de forêts tropicales. Son relief provient des nombreux volcans qui la parsèment. Elle est juchée sur la ceinture de feu du Pacifique. Ces volcans sont encore actifs. Les éruptions et les tremblements de terre frappent sans prévenir et ont des effets dévastateurs. Et l'idée qu'une communauté de pêcheurs soit attaquée par une nouvelle créature aquatique m'attire plus que de raison. Tout ce que je sais pour l'instant, c'est que ces incidents n'ont eu lieu que sur l'un des versants de l'île, bordé par une ceinture d'îlots de corail. Je réussis à trouver un batelier, John, qui accepte de m'amener auprès de l'une de ces petites communautés isolées pour que je puisse y enquêter. Il y a des canaux un peu partout et les gens se baignent. J'ai l'impression qu'ils passent plus de temps dans l'eau que sur la terre ferme. Et ils sont tous pêcheurs. Il faut qu'ils pêchent tous les jours pour se nourrir. Je commence à récolter des informations à propos des attaques. Et John m'a suggéré d'aller voir cette île. Les gens s'y rassemblent pour échanger et troquer leurs marchandises. Ces communautés isolées de pêcheurs n'ont aucun lien avec le monde extérieur et il est rare qu'elles croisent un de ses représentants. Je m'attends à ce qu'ils fassent preuve de méfiance. Un bateau revient de la pêche et me donne l'occasion de parler de l'un de nos points communs. Vous capturez beaucoup de poissons? Ici, on parle le tok piscine, une version locale du créole et un peu d'anglais, vestige de temps coloniaux désormais révolus. Tous ces poissons ont été chassés à l'arbalète. Ok. Vous descendez profondément pour les avoir, pas vrai? Ah, c'est vous? Donc vous descendez à combien? 30 mètres? 40 mètres? Plus que ça? C'est impressionnant. L'homme me montre une arbalète maison. Une vieille chambre à air de vélo fait office d'élastique. Ok, elle a l'air d'avoir beaucoup de puissance. Ça va vite. En un éclair, le carreau part et transperce le poisson. Je regarde les poissons qu'il a attrapés. Ici, sous l'eau, une course à l'armement se déroule à découvert. Chaque poisson possède son propre arsenal. Il m'a dit qu'il fallait faire très attention à la queue. Il y a une épine qui pointe vers l'avant. Je suis content qu'il me l'ait dit, car j'aurais pu me blesser en le manipulant. Tous ces poissons peuvent blesser leur agresseur, mais on dit qu'aucun n'arriverait à menacer un homme. Les habitants voient en moi un collègue pêcheur, et j'arrive à parler du sujet qui m'intéresse, les fameuses attaques. Est-ce que de gros poissons mordent les gens par ici?
On me répond qu'ici, on a maintenant peur de l'eau à cause de ces incidents. Personne n'a été attaqué sur l'île, mais ils connaissent un chasseur sous-marin qui a rencontré un grand poisson avec de grandes dents, un poisson qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. Ils croient qu'il est le coupable. Cet homme s'appelle George. Et d'après ce qu'on me dit, il vit sur l'île qu'on voit se découper à l'horizon. Je vais aller le voir pour récolter plus d'informations. George pêche à l'arbalète et il connaît ses eaux comme le fond de sa poche. Je suis certain que son témoignage fera avancer l'enquête. Lorsque j'arrive enfin en vue de l'île où vit George, j'aperçois une foule curieuse massée pour m'accueillir. George n'en fait pas partie. Je me dirige vers l'intérieur du village et le poisson est à l'honneur sur tous les bas-reliefs. Ce sont des totems rituels. C'est une galerie des horreurs qui contient tous les grands prédateurs des environs. Mais je suis à la recherche d'un prédateur aquatique inconnu. Et j'espère que George en sait plus à ce sujet. George était en train de pêcher sur un récif des environs. Il n'y avait pas beaucoup de poissons dans le coin. Soudain, il repère un banc et se met à le suivre. Concentré sur sa proie, il ne remarque pas qu'un grand poisson l'a vu et lui fonce dessus. Il aperçoit alors qu'il se rue sur lui. Le poisson était plutôt sombre. Pas très fin et imposant. Son corps était trapu, sa tête énorme, avec de grandes dents. Est-ce que c'était la première fois que vous le voyiez? En plus de 30 ans de pêche à l'arbalète dans ses eaux, George n'avait jamais vu pareille créature. C'est un suspect qu'il va falloir prendre au sérieux. Avec John, je me rends sur le récif, là où George a rencontré cet animal. J'espère attraper le poisson qui l'a attaqué. Ma tactique est assez simple. Je laisse tomber un morceau de poisson jusqu'au fond du chenal pour voir ce qui s'y cache. Nous sommes au bord d'un tombant. La profondeur passe de quelques mètres à plusieurs dizaines de mètres. J'en ai un. C'est une saumonée léopard. Sa robe est superbe, orange qui vire au rouge, tachetée de violet. La dorsale est épineuse. La bouche est celle d'un prédateur, garnie de dents. Mais elle est trop petite. Elle peut atteindre une taille respectable. Sa robe se reconnaît entre mille. Ce n'est pas le poisson mystère que je recherche. Je décide de changer de tactique. Au lieu de pêcher à un endroit fixe, je commence à traîner un leurre pour couvrir plus de terrain. Regarde en avant du bateau. Les poissons sont en chasse. Ils sont en train de chasser. Les oiseaux plongent pour attraper les proies qui essaient d'échapper à leurs prédateurs. Oui, le phénomène s'intensifie. Ces signes avant-coureurs montrent que la chasse est ouverte sous l'eau. Oui, 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 oui! C'est un beau poisson. Il prend beaucoup de fil. Il
Il a de la puissance à revendre. Je vois sa robe. Voilà. Je l'approche de la surface. On va bientôt le voir. C'est une grande carangue. Ce grand œil nous dit que ce poisson chasse ses proies grâce à sa vue. J'ai découvert que la grande carangue des îles Fidji pouvait se servir de son crâne comme d'un bélier. Sauf que là, je suis à la recherche d'un poisson aux grandes dents. Elles ont des dents. On voit quelques canines sur la mâchoire inférieure. Et ça pourrait faire des dégâts. Mais on est loin des blessures fatales que notre mystérieux poisson pourrait infliger. Sans parler du fait qu'un pêcheur aussi expérimenté que George l'aurait reconnu entre mille. Ces poissons ont un aspect très particulier. Sous l'eau, on les reconnaît de loin. Je reste persuadé qu'il s'agit d'un autre poisson. Nous sommes de retour sur la piste de ce mystérieux agresseur. Je continue de pêcher à la traîne avec John pour voir quels autres prédateurs chassent dans le coin. De temps en temps, le leur se prend des coups de dent. Il est tout près. Il a l'air assez allongé. Qu'est-ce que c'est? C'est un barracuda. Viens par là. Ce poisson a assez de dents pour blesser quelqu'un. Ses dents ressemblent à des dagues. La bouche n'a même pas besoin de se fermer. Il suffit qu'il fonce la gueule ouverte pour lacérer sa victime. Ses dents sont si acérées qu'il a suffi d'un passage en Floride pour qu'un homme se fasse trancher le bras jusqu'à l'os. Même s'il est dangereux, ce poisson ne peut être le suspect. D'une part, sa morphologie ne correspond pas, et de l'autre, tout le monde connaît le barracuda par ici. Le chasseur sous-marin m'a parlé d'une créature trapue à la grosse tête. Il ne s'agit pas de ce poisson-là. Je commence à faire le tour des espèces et je vois beaucoup de prédateurs. Par contre, rien n'a l'air de sortir de l'ordinaire pour l'instant. En ce moment, je ne vois aucun lien direct entre le poisson qui s'en est pris à George et ce fameux poisson qui serait responsable de véritables attaques. Je dois trouver d'autres témoins pour resserrer les mailles du filet. C'est plus facile à dire qu'à faire. Les communautés sont éparpillées sur des kilomètres de littoral et des douzaines de petites îles. Et les moyens de communication sont limités. Dans un petit village, on me parle d'Andrew, un homme qui s'est fait mordre par un poisson inconnu il y a de cela quelques années. Pouvez-vous me raconter ce qui s'est passé? Andrew me raconte alors l'une de ses journées de pêche avec un ami. Ils avaient de l'eau jusqu'à la taille. Les deux hommes se servaient d'une araignée, un filet avec des flotteurs. Andrew finit de refermer le piège sur les poissons et il aperçoit un gros spécimen prisonnier du filet. L'animal, à la recherche d'un passage, le mord soudain à la jambe. L'assaillant laisse une plaie perforante dans le mollet d'Andrew avant de s'enfuir. Il réussit à l'apercevoir pendant sa fuite. C'était un gros poisson? Un très gros poisson. De quelle taille? Comme ça. Un poisson noir? Oui, noir. La description qu'il en fait ressemble trait pour trait à celle de George, le chasseur sous-marin. Mais ce n'est pas tout. Cette fois, le poisson a laissé des traces. Une cicatrice sur la jambe d'Andrew. Le trou, c'était une dent? Un seul trou. Une dent tranchante, alors. C'est intéressant. Il dit que le poisson a de grandes dents et qu'il a fait un trou dans sa jambe.
Étant donné la concordance qui existe entre les deux témoignages, j'en déduis qu'il s'agit bien du même poisson dans les deux cas. En dehors de cette conclusion, le trou unique qu'il a laissé sur la jambe d'Andrew indique qu'il s'agit d'un mode opératoire précis. Cela dit, je ne sais pas vraiment de quel poisson il s'agit. Andrew m'a donné les coordonnées de l'endroit où il s'est fait attaquer. Et je me trouve dans l'eau sur les lieux de l'incident. J'ai de l'eau jusqu'à la taille. Et comme aucune coque ne fait écran entre le prédateur et mes jambes, je suis vulnérable. Je suis au bord d'un tombant. Il y a peu d'eau en dessous de moi, mais beaucoup plus vers l'avant. Je ne vois pas ce qu'il y a dedans et les poissons qui s'y cachent me voient très bien. Il est donc normal que je ressente plus les effets de l'adrénaline que dans d'autres circonstances. Ah, ouais! J'essaie de l'éloigner du corail. La force du poisson me met à l'épreuve et j'ai du mal à rester sur place. Je vois le bas de ligne. Il était à 3 mètres de moi quand il s'est décroché, à quelques mètres de la falaise de corail. Le poisson était sombre, et comme l'eau était sombre, je ne l'ai pas vu. Le mystérieux assaillant d'Andrew était un gros poisson noir. Il se pourrait qu'il ait été au bout de ma ligne. C'était un gros spécimen, et je l'ai perdu. J'aurais aimé le voir au moins avant qu'il ne parte, mais je n'ai rien vu. Certains prédateurs sont très territoriaux et il se pourrait qu'il attaque de nouveau. Mais j'ai beau multiplier les lancers, l'animal ne retombe pas dans mon piège une seconde fois. Le poisson ne mord plus et je change d'endroit à la recherche d'autres victimes d'attaque. Au village d'à côté, j'entends parler d'un incident qui ressemble beaucoup aux autres, à l'exception d'un détail. Tous étaient récents, sauf lui. Cela s'est passé il y a des décennies. Le témoin que je questionne a désormais 70 ans. Jim n'était qu'un petit garçon quand les choses se sont produites, mais il n'a jamais pu oublier ce qui s'est passé ce jour-là. Il se trouvait à l'embouchure d'une rivière à côté du village avec des amis et de la famille. Il faisait chaud ce jour-là. Jim et son ami se mirent à l'eau pour se rafraîchir. Alors qu'ils allaient sauter d'un tronc, Jim repère quelque chose. Il voit un animal bouger dans l'eau et soulever des nuages de bulles. Il pensait que c'était un crocodile. Mais la grande forme noire indiquait sans aucun doute un poisson. Jim se dit que le poisson pourrait nourrir de nombreuses bouches. Il appelle alors son grand frère pour qu'il le tue de sa lance. Il le touche du premier coup, mais le poisson se libère et attaque l'agresseur. Il plonge ses dents dans la jambe du frère de Jim et commence à l'entraîner sous l'eau. Les adultes se précipitent en entendant les enfants crier. Jim dit que s'il n'était pas venu à sa rescousse, son frère se serait noyé. Une lutte féroce s'ensuit et le poisson finit par lâcher prise. On ramène le frère de Jim sur la plage. L'assaillant laisse sur sa jambe 2 grandes plaies perforantes. Le sang coule en abondance et on s'inquiète. Le garçon pourrait mourir d'une hémorragie. On fabrique un garrot de fortune avec des lianes en espérant que l'épanchement se tarisse.
Même si les blessures sont profondes, le frère de Jim finit par survivre à l'attaque. Je demande à Jim de me dessiner la forme du poisson qui a attaqué son frère. Ok, ce n'est pas très élaboré, mais ça en dit long sur le poisson. Il possède un dos assez bossu, un ventre plat et une grosse tête. Le témoignage vient s'ajouter aux autres. Les grandes perforations dont Jim parle ressemblent à celles d'Andrew. Grand comme ça. Un poisson noir. Oui, un poisson noir. Et la description de Jim concorde avec celle des autres en termes de taille, de forme et de couleur. Même si des décennies séparent les attaques, je crois qu'il s'agit d'une seule et même espèce. Et Jim sait comment l'appeler. Mogilo? Je ne connais pas ce nom. J'ai fait le lien entre toutes les attaques et l'avancée est énorme. Mais j'ignore toujours l'identité de l'agresseur. L'histoire de Jim m'apporte un autre complément d'information. Tous les incidents récents sont arrivés en pleine mer, mais ce qu'il a vécu a eu lieu dans l'eau saumâtre d'une embouchure. John, mon capitaine, connaît l'endroit. Les estuaires portent toujours leur lot d'intérêt, car ils représentent une frontière mouvante entre l'eau salée et l'eau douce. La plupart des espèces marines ne peuvent s'aventurer en eau douce. Et l'inverse se vérifie également. Mais il y a mixité dans l'eau saumâtre. C'est le genre d'endroit où on se fait parfois surprendre par l'imprévu. Je pourrais faire des avancées certaines ici. Il est possible que le poisson mystère ne soit pas que marin. Je me sers d'un poisson mort parce qu'on pêche un carnivore. Il est faisandé et son odeur va se répandre comme une traînée de poudre dans le courant. Si l'appât n'est pas plombé, il va descendre le courant trop rapidement. J'attache donc un morceau de corail mort pour le tenir près du fond. C'est là que le prédateur a le plus de chances de se tenir. Le bloc de corail mort est attaché en dérivation sur ce qu'on appelle un brin cassant. En cas de ferrage, le fil se rompra et la ligne sera libre de tout mouvement. Pas besoin de lancer. Je descends le montage à la verticale et le courant va se charger de l'éloigner. La touche survient dès que mon appât atterrit au fond du fleuve. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Yes, ça y est, je l'ai. Je le tiens. Il est là, je l'ai. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça fait plus d'1,5 mètre. Le voilà. La nageoire qui crève la surface m'est familière. C'est un jeune requin bulldog, un poisson qu'on trouve à la fois en mer et en eau saumâtre. Je vais le hisser à bord, histoire de le voir de plus près. Si je le tire par là, John pourra attraper sa queue. C'est bon. Et voilà. Les précautions d'usage s'imposent d'elles-mêmes. Le squelette cartilagineux du requin lui permet de se retourner pour mordre ses agresseurs avec une vivacité peu commune. Il suffit d'une seconde d'inattention pour se retrouver avec une belle morsure au bras. Ok. Ce poisson fait exactement la taille de celui dont parlait Jim. Mais regardez ses dents. J'ai déjà vu à quoi ressemblait une morsure de requin bulldog.
Ses dents, cachées dans ses gencives, laissent des trous en forme de croissant dans la chair de ses proies. Le requin n'est donc pas le suspect. Il n'inflige pas de plaies perforantes circulaires. C'est intéressant. Je ne pensais pas retrouver ce genre de prédateur ici. Il est loin d'être mort. Oui, on va le remettre à l'eau. Même si la morsure ne correspond pas, ce candidat a tout de même essayé de me mordre. Ce n'est pas le mogilo dont parlait Jim. On m'a invité à assister à une cérémonie au village où Andrew, celui qui porte la marque des dents de notre monstre, s'est fait attaquer. La cérémonie porte le nom de Sing Sing. On y partage des chants, des danses et des histoires. Ce genre d'événement est l'occasion rêvée de trouver d'autres témoins et de nouveaux indices. J'en profite pour expliquer à Andrew où en est l'enquête. Je lui explique que j'ai élargi le spectre des recherches en explorant l'embouchure d'un fleuve. C'est alors qu'il me livre un indice capital. You like in storable of fish. Okay, Tesla fish and overlong fish. Isa locate long. Mouse lo wara. Bon local stable is la same place. Il remonte la rivière. C'est un détail capital. Il dit qu'il a vu de grands poissons remonter la rivière à partir de l'estuaire. Andrew sait que ce n'est pas un requin. Le poisson était grand et sombre. Maintenant, je sais que ces grands poissons à la robe sombre ont été vus en mer, en eau saumâtre et en eau douce. Je me demande si tous les témoignages parlent du même animal. De quoi s'agit-il? Quel est ce mogilo dont parle le vieux Jim? Une chose est sûre, l'enquête doit maintenant se rendre là où je n'aurais jamais cru qu'elle irait. Je crois que je viens d'apercevoir l'anguille qu'il y avait sous roche. J'ai exploré les récifs, l'estuaire, et je pensais être arrivé dans un cul-de-sac. Mais après l'intervention d'Andrew, je sais qu'il me reste un endroit à explorer. Si ce poisson peut s'aventurer en eau salée, en eau saumâtre et remonter les rivières, il fait partie d'un club très restreint d'animaux, comme le requin bulldog, l'esturgeon et le saumon. Ces deux derniers représentants ne vivent pas ici. Je me sens tout à coup plus à l'aise dans ce genre d'endroit, en eau douce. Ce fleuve est magnifique, niché au cœur de la jungle. Et je suis encore plus excité par le fait qu'il n'a presque jamais été exploré. John, mon capitaine, me raconte l'histoire des quelques tribus qui ont remonté ce cours d'eau pour vivre une existence isolée dans la jungle. Elles n'entretiennent que peu de contact avec le monde extérieur. Elles reçoivent quelques visiteurs ça et là, et John connaît l'un de ceux qui ont reçu la permission de venir ici. Tout savoir est bon à prendre. Nous nous rendons à son campement. En explorant le cours supérieur de la rivière, nous découvrons des traces de sa présence. Il s'appelle Ricard et il effectue des recherches sur le terrain pour le compte d'une université australienne. Il étudie également les espèces qui peuplent cette rivière. Je me sers de micro-caméras sous-marines. On les pose aux endroits où le poisson se rassemble, comme les obstacles ou les lits d'algues. Ricard est très bien installé étant donné son isolement, et il a fait l'inventaire de ce qui vit dans ce fleuve. De temps en temps, on voit du menu fretin passer. J'ai de belles images et des spécimens qui n'ont pas encore été répertoriés.
La caméra m'offre un aperçu de ce qui se passe au fond de la rivière. Je me suis mis tout de suite à penser pêche. Et je vois qu'il y a énormément d'obstacles posés au fond qui ne demandent qu'à retenir mes montages. Nous parcourons les archives vidéo quand soudain un énorme poisson apparaît à l'écran. Qu'est-ce que c'est? C'est un poisson que les gens du coin ont appelé Mogilo. C'est lui le Mogilo? C'est le Mogilo. Je ne m'attendais pas à ça. Je le reconnais. Il s'agit du Vivano papou, un poisson que je pensais cantonné à l'eau douce. Je n'aurais jamais cru à des incursions marines, ni même des attaques de sa part. Je pensais qu'ils ne vivaient qu'en eau douce, mais on a récemment découvert qu'ils allaient aussi chasser en mer. C'est très intéressant, parce que pour l'instant, les choses semblaient partir dans tous les sens. Ce détail-là est la pièce qu'il manquait au puzzle. Je comprends tout maintenant. Ricard a enregistré ces images de Vivano papou à 1 heure en amont de son camp de base. John et moi, nous nous y rendons tout de suite. Le Vivano papou est connu pour sa puissance et son agressivité. Je n'en ai jamais pris. Je suis donc impatient de me mesurer à ce gladiateur de la jungle. J'espère qu'en capturant un spécimen, je pourrai voir s'il possède les dents qui ont fait tant de dégâts parmi les pêcheurs. Allez, c'est parti. Je me sers d'un leurre de surface, appelé popper, en référence au bruit qu'il fait sous l'eau à chaque tirée. Il imite une créature blessée et vulnérable censée attirer les prédateurs. La clé réside dans des lancers d'une redoutable précision. Si on y va trop fort, on s'accroche dans les arbres et on perd l'effet de surprise inhérent à ce style de pêche. Et si on n'a pas assez confiance, on lance trop loin, le poisson reste en sécurité dans son obstacle et il ne vient pas chercher le leurre. Comme pour n'importe quel sport, il faut s'habituer aux conditions. Ça commence à mieux fonctionner. Je jouais beaucoup au baseball quand j'étais adolescent. Il ne faut pas juste penser à la technique. Il faut visualiser l'endroit où on veut faire atterrir le leurre pour que l'impulsion l'envoie précisément là. Un lancer parfait. Après avoir prospecté les berges pendant des heures, je décide de remonter encore le fleuve. Je tombe sur un petit campement. Je suis sur le territoire des tribus qui vivent ici, et le fleuve en fait partie. Je dois leur demander la permission pour y pêcher. En Papouasie, la coutume veut qu'on offre un cadeau quand on entre sur le territoire d'une tribu. Je leur fais don d'une partie de nos réserves de riz. Je suis sûrement le premier occidental que ces enfants ont jamais vu. Une fois que John a expliqué ce pourquoi je suis là, on m'accorde sans difficulté aucune le droit de pêcher. Je peux donc pêcher dans la rivière? Ça ne vous dérange pas? Avant notre départ, les villageois me racontent l'histoire de nombreuses confrontations avec le Mogilo ou Vivano. Donc vous mangez les petits spécimens, mais pas les gros. Ils cassent tout. Alors ils pêchent le Mogilo et les gros cassent systématiquement la ligne. Et dans le cas où ils ne réussissent pas à la casser, les gros Mogilo attaquent fréquemment leur agresseur. L'un des villageois m'a dit que j'allais forcément en trouver en remontant encore un peu la rivière. J'ai jeté l'ancre ici
Parce que l'eau de la rivière est en train de changer. Elle se colore. Il n'a pas plu ici, mais il a dû pleuvoir en amont. Et il y a beaucoup de débris qui descendent dans le courant. Comme le Vivano papou est un chasseur à vue, j'ai peur qu'en remontant encore, l'eau ne soit trop trouble pour qu'il s'en prenne à mes leurres. C'est d'ailleurs pour ça que la pêche n'est pas très bonne depuis notre remontée. Ici, une petite rivière rejoint le fleuve et l'eau est plus claire. On a une version miniature de la ligne de partage des eaux entre l'Amazone et l'océan. Entre l'eau couleur café au lait et l'eau claire. La zone de partage est un poste d'affût classique, où les prédateurs se tiennent, prêts à fondre sur de petites proies emportées par le courant, cachées par l'eau trouble. Ma stratégie, lancer au-delà de cette ligne de partage des eaux pour arriver à sa hauteur à la bonne profondeur et travailler la ligne sur toute sa longueur. Et j'attire tout de suite l'attention. Ouais, c'est un beau poisson, un très beau poisson. Oh, il s'est décroché. Je l'ai perdu, je l'ai perdu. Mais il laisse quelque chose derrière lui. J'ai des marques dedans. Il y en a 3 assez espacées. Les dents étaient pointues, si j'en juge les traces. Et quand je repense à la cicatrice sur la jambe d'Andrew, que je vois les traces sur un plastique aussi dur, je ne peux m'empêcher de faire le rapprochement. Il faut une force peu commune pour laisser des traces pareilles. Une force suffisante pour blesser gravement un être humain. Ouais. Peu de temps après, j'ai une autre touche. Les poissons sont en chasse. Celui-là est bien piqué, mais il ne se laisse pas faire. Il y a plein d'obstacles au fond, et je suis juste au-dessus. J'essaie de le garder en surface, de l'empêcher de sonder. Je vois le bas de ligne et je le vois briller. Ça y est. C'est le premier Vivano papou que j'attrape. Je pensais qu'il serait beaucoup plus gros. Il a beaucoup de puissance en réserve. C'est un bon début, mais un poisson de cette taille ne peut être tenu responsable des attaques sur lesquelles j'enquête. Il m'en faut un beaucoup plus gros, et je sais qu'il y en a par ici. C'est encourageant. Je commence à saisir l'étendue de leur force. Je suis au bon endroit, mais le temps joue contre moi. C'est mauvais signe. Les Vivanos sont des chasseurs à vue. La boue qui s'écoule des berges trouble l'eau, autant par là même toute chance de succès. Je ne peux pas continuer. La rivière s'est gonflée, charriant des arbres entiers. L'eau est devenue complètement trouble. C'est une crue éclair, et il va falloir des jours pour que l'eau s'éclaircisse, même s'il ne pleut pas. Et s'il pleut, ça va rester comme ça ou ça va encore empirer. Je n'ai plus qu'une option, revenir à l'embouchure et pêcher en mer. On pourrait croire que je fais un pari risqué en troquant un espace confiné avec une grande étendue d'eau sans limite. Mais le cours du fleuve ralentit et les sédiments se déposent au fur et à mesure qu'il s'élargit. L'eau se mélange avec celle de l'océan et les conditions de pêche s'améliorent. C'est un bel endroit, je trouve. Le courant principal passe là, et il y a un petit amorti. On va s'y réfugier, et on sera à l'ombre. Ce qui est bon signe.
Cette fois, je change de tactique, délaissant les leurs au profit d'appâts morts. Je lance en bordure du chenal principal. C'est sûrement la dernière fois que je pourrai me mesurer au fameux Vivano Papou. Oh, ah, c'est parti. Il y a quelque chose. Va te placer au centre, s'il te plaît. Oui, c'est un poisson. On se rapproche du poisson en ce moment. Il a l'air de s'être éloigné de la berge. Le souci, c'est qu'il pourrait y avoir des obstacles immergés un peu partout. Je reprends du fil lentement mais sûrement. Oui, continue à aller par là, là où l'eau est plus claire. C'est un gros poisson. Tu peux arrêter d'avancer, stop. Ouais, c'est bien, c'est bien. Voilà. Je vois le battling, Ça y est, je le vois. Il est en surface, le voilà. C'est un gros Vivano. Pose l'épuisette dans l'eau. Soulève. Oui. Voilà un beau spécimen de Vivano Papou. Ce poisson défiguré par les combats nuptiaux est gros, mais il peut faire 2 fois cette taille. Je crois que toutes les pièces du puzzle sont en place. Sa couleur correspond à celle dont parlent toutes les victimes. Ses dents peuvent infliger des blessures perforantes, dont celle que j'ai vue sur la jambe du pauvre Andrew. Le combat que j'ai eu au bout de la ligne me prouve sans l'ombre d'un doute qu'il possède la puissance nécessaire pour s'emparer d'une jambe et pour vous entraîner sous l'eau. C'est le poisson que je cherchais. Le suspect de toute